Ce matin, la Cour constitutionnelle tchèque a levé les derniers obstacles pour la ratification du traité de Lisbonne. Comme vous le savez, il y avait cet inconnu lié au caprice entre guillemets de Václav Klaus qui a d'abord refusé de signer les textes tant que les référendums irlandais n'avaient pas eu lieu. Le référendum a eu lieu et oui l'a remporté largement. À ce moment-là, Václav Klaus a levé une autre problématique, celle des décrets Beneš, qui sont des décrets datant de l'après-deuxième guerre mondiale qui garantissaient la propriété des personnes tchécoslovaques de l'époque dans la région des Sudètes. Et bien Václav Klaus estimait que la charte des droits fondamentaux des droits de l'homme de l'Union européenne pouvait porter atteinte à l'opinion publique tchèque, aux personnes tchèques habitant dans les Sudètes. Ces nouveaux obstacles ont été levés par une déclaration politique du Conseil européen qui garantit en quelque sorte politiquement que la question des Sudètes ne sera pas rouverte. Il restait un dernier obstacle, un nouveau recours qui avait été porté par des sénateurs et députés tchèques à la Cour constitutionnelle pour juger de la conformité du traité de Lisbonne avec la charte constitutionnelle tchèque. Ces derniers recours est finalement levé ce matin. Donc on s'achemine vers une entrée en vigueur du traité de Lisbonne au 1er décembre ou au 1er janvier, donc 1er décembre 2009 ou au 1er janvier 2010. Il reste donc à spécifier les multiples dispositions du traité de Lisbonne qui ont besoin d'être spécifiées. Je pense à la composition du service européen d'action extérieure, donc ces nouveaux services diplomatiques européens. Je pense également aux dispositions qui relèvent des coopérations renforcées ou des coopérations structurées permanentes en matière de défense. Et surtout, il reste, chose la plus importante, à nommer des personnalités qui occuperont donc les triangles institutionnels de l'Union européenne. Nous avons déjà un président de la commission cristiano-démocrate, entre guillemets, provenant du Sud, plutôt c'est les Portugais, José Manuel Durão Barroso. Il reste à conclure ces puzzles avec une personnalité qui occupera la présidence stable du Conseil et avec celui qu'on appelle le haut représentant pour les questions de défense et des affaires étrangères, donc en quelque sorte les ministres des Affaires étrangères de l'Union. Le Conseil européen de mi-novembre fera probablement ces nominations. Au Conseil européen du 29 et 30 octobre, on a commencé en coulisses à parler des noms. Vous le savez tous, les candidats pour les postes des présidents du Conseil les plus forts jusqu'alors étaient Tony Blair. Tony Blair qui a été à la fois torpillé par les petits pays de l'Union européenne et à la fois il a été torpillé par les conservateurs britanniques qui devraient remporter les prochaines élections générales au Royaume-Uni et qui ont fait savoir que pour la coopération entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, ça leur été fort dommageable d'investir quelqu'un de si impopulaire au Royaume-Uni. Pourquoi les petits pays ne veulent pas de Tony Blair? Au fait, il y a une lutte d'influence entre les conseils européens et la Commission européenne. Les conseils étant les représentants des États membres et étant une assemblée dans laquelle, à travers les nouveaux principes de la double majorité, mais également à travers les systèmes de vote du traité de Nice, les États votent en fonction de leur poids démographique, politique, etc. Alors que la Commission est un organisme collégial dans lequel tous les pays disposent du même poids. Donc en quelque sorte, les petits pays se sont beaucoup plus garantis par la Commission européenne que par les conseils. Et donc ils privilégient un candidat qui soit pas trop charismatique, pas trop connu sur la scène mondiale. Ils préféraient voir plutôt une personnalité des compromis qu'un vrai leader fort. Donc ça c'est là la première problématique en ce qui concerne la nomination du président du Conseil. L'autre problématique étant que l'Union européenne étant un ensemble de 27 pays et un ensemble politique assez complexe, il faut trouver un certain équilibre entre les numéros d'hommes et des femmes des gens qui seront nommés au sommet de ces triangles institutionnels, mais également entre les chrétiens-démocrates et les sociodémocrates. Un accord est intervenu au Parlement européen entre les groupes donc, du PP et celui qu'on appelait les partis socialistes européens pour que les hauts représentants pour les affaires étrangères soient un socialiste et pour que donc, les présidents du Conseil soient un chrétien-démocrate. Donc au jour d'aujourd'hui, quelle est la situation? On cherche donc quelqu'un qui soit en provenance d'un grand pays, parce que les présidents de la Commission européenne est plutôt en provenance d'un petit pays. Les présidents du Conseil devraient être plutôt en provenance d'un autre petit pays, donc il faudra deux personnalités en provenance d'un petit pays et une personnalité d'un grand pays. Il faut un certain équilibre géographique. On a quelqu'un qui représente les Sud, il faudrait quelqu'un qui représente également le Nord de l'Union et l'Est. C'est difficile
difficile de trouver les personnes qui rentrent parfaitement dans cette identikit. Et pour l'instant, les candidats qui sont favoris, donc ça serait pour les postes des présidents du Conseil, l'actuel Premier ministre belge, M. Van Rompuy, qui est quelqu'un pas vraiment charismatique, mais c'est plutôt un as du compromis, donc une personnalité en plus en provenance d'un pays qui fait partie de l'espace Schengen, de l'euro, qui est un européiste, donc il y a tous les cartes à règle pour être président du Conseil. Et pour les postes des ministres des Affaires étrangères, il y a plusieurs candidats à lice. Les candidats qui semblaient les favoris seraient David Miliband, donc un labouriste britannique, mais les noms également d'Hubert Védrine et de Massimo D'Alema, l'ancien Premier ministre italien, sont faits. Qui sera nommé, le sera à la mi-novembre. Pour les postes des ministres des Affaires étrangères, chacun des candidats a des points forts et des points faibles. Mais Miliband aura les points forts d'une forte personnalité, d'une très bonne connaissance des dossiers, d'un européisme convaincant, ce qui est quand même rare pour un Britannique. Par contre, il paraît que les partis laboristes souhaiteraient garder David Miliband à Londres justement pour réfonder les partis laboristes. Donc il n'est pas sûr que M. Miliband sera vraiment candidat. Massimo D'Alema, ancien Premier ministre, lui aussi a une très bonne connaissance des dossiers internationaux. Il faudra voir quelle chance dispose l'Italie dans la conjoncture politique actuelle pour obtenir un poste si prestigieux. Et en même temps, M. D'Alema est quelqu'un qui a une pratique des langues étrangères peut-être pas assez élaborée pour répondre à ces postes. Alors qu'en ce qui concerne la figure d'Hubert Védrine, il serait probablement le meilleur candidat, mais la France semble vouloir privilégier un poste des commissaires européens, notamment celui du marché intérieur, qui semble mieux correspondre aux attentes et aux intérêts du gouvernement français. Si une de ces trois personnes et Van Rompuy sont retenues, il restera l'effet qu'on aura nommé 3 hommes et aucune femme, et il restera l'effet qu'on aura nommé aucune personnalité de l'Est. On pourra toujours dire que les pays de l'Est pourront se consoler avec la présidence du Parlement européen qui revient à M. Buzek en polonais. Et en ce qui concerne l'égalité des chances, il faudra attendre par la suite la composition de la Commission européenne.